Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir après des élections des droits humains, 2 ans de pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, le bilan, à mon sens, me paraît à la fois mitigé et inquiétant. Mitigé, c'est que les résultats comportent des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. Mais quand on prend le tout ensemble, il est plutôt un bilan en matière de droits humains inquiétant. Pourquoi alors je l'ai dit d'abord mitigé? C'est que les 6 premiers mois de son pouvoir étaient caractérisés par une ouverture démocratique, c'est-à-dire les partis politiques qui étaient interdits ou qui étaient sous menace sous les régimes passés étaient autorisés à fonctionner. Il y avait les retours des exilés politiques, Moïse Katumbi et consorts. Il y avait la libération des prisonniers politiques. Pas tous, mais en tout cas, un grand nombre avaient été libérés. Et comme nous, on est à Kisangani, on doit signaler le cas de Firmin Ngambi. Il y a eu aussi d'autres, Franck Diongo, ainsi de suite. Il y avait des engagements que le président de la République a pris en matière de droits humains. Donc le respect des droits humains, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Donc il y avait des actes qui avaient été pendant les 6 premiers mois posés, qui ont montré qu'il y avait vraiment une différence avec l'ancien régime. Il y avait aussi des engagements, des promesses qui ont été tenues, qui donnaient l'espoir que la situation sera meilleure. Il y avait aussi diminution un peu de violations de droits humains, telles que les arrestations arbitraires, les détentions illégales, qui étaient commises par des agents des services de sécurité, l'armée, la police et l'ANER. Et pendant les 6 premiers mois, l'ANER n'était plus cette agence qui traquait les opposants politiques. Voilà. En matière de ce qu'on appelle les droits civils et politiques, qui comportent le droit à la vie, les droits à la liberté, liberté de circulation, liberté des mouvements, les droits à la propriété, les droits de manifester, les interdictions ou les entraves à la liberté de manifestation, qui étaient nombreuses sous Kabila, sous Tshisekedi, les 6 premiers mois. Vraiment, il y avait respect, les gens ont manifesté, et ainsi de suite. Bon, les droits économiques, il y avait des problèmes pour les réaliser, on ne peut pas les réaliser tout de suite. Les droits au travail, les droits à l'éducation. Les droits à l'éducation, déjà avec son engagement de la gratuité de l'enseignement de base fondamental, c'était une très bonne chose. Les gens ont accueilli cette décision avec joie. Donc, il y avait vraiment des signaux clairs qui montraient que les droits humains allaient être respectés ou commençaient à être respectés. Malheureusement, après les 6 premiers mois, les 6 deuxièmes mois de la première année ont commencé à marquer quand même quelques violations. La promesse d'abord du président de la République de fermer tous les cachots de l'ANER n'ont pas été respectés. Cette promesse n'a pas été respectée. Donc, les cachots de l'ANER ont existé. Certes, les 6 premiers mois, l'ANER n'a pas beaucoup arrêté. Mais après, on a vu encore l'ANER continuer à arrêter. Donc, 6 premiers mois, baisse de violation de droits humains, promesse d'un avenir meilleur dans le domaine, mais après, les mêmes choses ont continué. Alors ça, c'était l'aspect positif. L'aspect négatif, donc, c'est que les retours de violation, je ne vais pas énumérer toutes les violations qui ont eu lieu, mais je vais donner au moins les plus importantes qui ont aussi sali les régimes. L'ANER qui a arrêté Tchalamouana pour avoir composé une chanson dans laquelle elle n'a cité personne, mais au moins qui a stigmatisé un fait qui peut être considéré comme un fait social. L'ingratitude, voilà, mais qui a été vite interprété comme une menace au chef de l'État,
Et elle a passé 48 heures au cachot de l'ANER. Et c'est l'ANER qui l'a arrêté. Donc on a vu, et le président Tshisekedi nous avait donné cette promesse que l'ANER ne sera plus comme une police politique, mais sera plutôt un service de renseignement qui va recueillir les informations, qui va les traiter et qui va transmettre aux autres organes pour exécution. Par exemple, si l'ANER trouve que les faits sont là, l'ANER peut ne plus que garder quelqu'un et puis transmettre au parquet. Ça, on n'a pas vu. L'ANER a commencé à arrêter. Pas plus tard qu'il y a encore quelques semaines, c'est l'ANER, les agents de l'ANER, qui sont allés arrêter le pasteur Ngoï Mulunda de la manière la plus brutale. Rien que sur le plan des procédures, c'est l'ANER qui arrête, c'est l'ANER qui torture, c'est l'ANER sous les yeux de l'ANER ou l'ANER qui a vandalisé sa maison. Il y a eu des vitres, tout ça. Je ne parle pas du fond de l'affaire, incitation à la haine, mais la procédure d'arrestation, la justice. C'est le cheval de bataille du président de la République, l'état de droit. Eh bien, l'état de droit, avant, c'était un slogan. On a vu quelques actions. Bon, on a arrêté son directeur de cabinet pour corruption, mais l'état de droit, c'est la justice indépendante qui n'est pas sous les ordres. Mais on a vu la justice des ordres, sous les ordres. Les procès qui a traîné, c'est un procès qui traîne. Les procès qui a connu des irrégularités. Les procureurs qui n'ont pas terminé les enquêtes, puisque les procureurs avaient lancé ce qu'on appelle en droit une commission rogatoire au Liban pour que les enquêtes soient faites par les procureurs du Liban pour voir si l'argent n'était pas transféré au Liban. Et tant que le procureur n'a pas encore eu la réponse de son collègue ou de ses collègues libanais, déjà le procès s'est terminé par une condamnation lourde de 20 ans de la peine maximale infligée à Vital Kamerhe. Alors que dans ces procès-là, Vital Kamerhe seul ne pouvait pas se trouver dans la prison. Il y a eu des complices, il y a eu des gens qui ont aidé Vital Kamerhe à faire ce travail. S'il aurait, le gouverneur de la Banque centrale, le ministre qui a donné les ordres, tous n'ont pas été inquiétés, seuls Vital Kamerhe et Djama. Bref, la justice n'a pas fait son travail d'une manière équitable, impartiale, indépendante. Mais il y a toutes ces contradictions aussi de la Cour constitutionnelle sous le président Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle qui avait déclaré le règlement intérieur de l'Assemblée nationale conforme à la Constitution. C'est que la Cour devait laisser le règlement intérieur de l'Assemblée faire son travail, être appliqué. Malheureusement, la même Cour, aujourd'hui, avec ce qui se passe, contredit le règlement intérieur qu'elle avait jugé conforme à la Constitution. Mais on a vu à l'époque de Kabila, c'était une cour constitutionnelle prise en otage par Kabila. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Exactement. Comme, donc, tout président qui arrive place d'abord les siens à la Cour constitutionnelle. Kabila l'a fait, Tshisekedi le fait, puisqu'il y avait aussi des problèmes. Quel est ce problème au niveau de la Cour? Les deux juges là, que le président Tshisekedi les a affectés à la Cour de cassation, ils n'étaient pas encore à la fin de leur mandat. Leur mandat allait expirer en avril 2021. Donc le président avait intérêt à attendre que leur mandat se termine. Curieusement, comme il voulait contrôler la Cour constitutionnelle, il a placé les siens. Bon, même si c'est son droit, mais c'est son pouvoir de placer, mais il doit respecter quand même la fin de leur mandat, ce qu'il n'a pas respecté. Donc on a vu ce que moi j'ai dit dans un article, le pouvoir de tout contrôler, le désir de tout contrôler. Il veut contrôler tout, que rien ne lui échappe. Mais attention, puisque la tentative n'est que de tomber dans un régime dictatorial, autoritaire. Puisque aujourd'hui, ce qui hante notre président, il doit avoir le contrôle de tout. L'armée, il doit le contrôler, la police, l'ANER, l'Assemblée nationale, voilà. Donc, je disais tout à l'heure
ses promesses, cet espoir qu'il a donné, on voit aujourd'hui que cet espoir commence à se traduire à une réalité triste, à une réalité autoritaire de contrôler tout, à une réalité de violation aussi des textes. On voit très bien la Cour constitutionnelle, on voit très bien l'armée, on voit tout, c'est les tout contrôles. Les tout qui n'échappent pas. Mais il n'y a qu'un pas. Quand on veut tout contrôler dans un État qui se veut de droit, n'est plus un État de droit. Puisque ce qui marque un État de droit, c'est la séparation du pouvoir. Séparation du pouvoir exécutif, séparation du pouvoir judiciaire et les pouvoirs législatifs. Mais le président qui veut contrôler tout, je dois avoir la majorité. Curieusement, les pratiques de la corruption que le président Félix dénonçait, à partir de laquelle nous devions avoir une ligne de démarcation avec le régime Kabila. Malheureusement, il est tombé dedans. Il y a eu la corruption à grande échelle que lui a dénoncée dans les élections sénatoriales, pour lesquelles ces militants sont descendus dans la rue pour dire que les élections sénatoriales étaient corrompues. On ne reconnaît pas ça. Mais curieusement, le même président de la République, avec ses services, le parti du président, recourt encore à la pratique de la corruption pour acheter la conscience des députés nationaux. L'argent a coulé. Le même député là que le président savait très bien qu'il avait accepté au début de son mandat qu'ils appartenaient au FCC, le président a fait des pressions d'abord de dissoudre l'Assemblée et les mêmes gens, sous le coup de l'argent, puisqu'il y a eu des témoignages de vidéos, qu'ils ont reçu de l'argent émanant des services sous contrôle du président, pour aujourd'hui changer et devenir du camp présidentiel. Mais c'est une majorité achetée. La majorité parlementaire à l'Assemblée qui se transforme en majorité présidentielle aujourd'hui, mais c'est une majorité qui n'a pas acquise par l'élection, par les élections. C'est une majorité achetée, c'est une majorité intimidée. Mais ça, c'est un recul terrible dans le domaine de la démocratie. Mais est-ce que vous ne notez pas une certaine volonté du président de la République, notamment lui qui s'est vu, on lui a taxé d'être étiquette et tout, et il voulait s'émanciper par rapport à cette coalition FCC-Cash. Aujourd'hui, il est en train de créer des trucs, l'union sacrée, vouloir sortir de cette coalition qui n'a pas pu faire développer notre pays selon lui. Que pensez-vous de cette union sacrée qu'il est en train de mettre à place petitement? Mais pour dire, la démocratie c'est d'abord un des droits humains, comme on dit. La démocratie c'est aussi un des droits humains. C'est parmi les droits humains que nous avons. Malheureusement, au niveau démocratique, avec la création de l'union sacrée, pour moi, ça ne repose pas sur les principes de la démocratie. La démocratie n'est pas que la majorité, le nombre de personnes contre la minorité. La démocratie aussi, il y a des problèmes de moralité politique qui entrent dans la démocratie. Il y a un problème d'éthique, de valeurs. La démocratie n'est pas que le principe, il y a aussi les valeurs. Mais bien sûr, le président qui disait et qu'il avait accepté les résultats de ces élections, il avait même accepté qu'il était en coalition avec le FCC et que le FCC était majoritaire au Parlement, à l'Assemblée nationale, particulièrement, s'il était démocrate. Puisque aujourd'hui, avec ce qui se passe, la manière dont le président est en train d'acquérir, de conquérir cette fameuse majorité parlementaire, mais pour moi, me montre clairement que le président n'est pas démocrate. Puisque s'il était réellement démocrate, il n'allait pas recourir à cette méthode-là. La méthode de la corruption, la méthode de l'intimidation, la méthode de menace, la méthode de débauchage. S'il était vraiment démocrate convaincu, ce qu'il aurait fait devant cette situation-là, c'est d'arriver à dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser d'autres élections qui vont nous prouver réellement que des gens ont été bien élus et avoir une majorité réelle, que les gens viennent. Puisque ce qu'a fait le président, sans le dire ouvertement, il a douté un peu des élections qui ont eu lieu en 2018. Puisque le président a reconnu d'abord ces élections, en disant que c'est ça la réalité,
entre guillemets, lui vient de la majorité et les autres viennent de l'ancien système, c'est une cohabitation qu'il a reconnue. Et ensuite, il les récuse. Mais on ne peut pas récuser seulement une partie de l'élection en acceptant qu'une autre partie. Lui, il récuse les députés, il les met en doute, il trouve qu'il n'a pas cette majorité. Et ensuite, il dit lui-même que lui se considère avoir été bien élu. Ce sont les autres qui ont été mal élus. Mais c'est une contradiction qui montre que c'est pas un démocrate. Un démocrate devait reconnaître que les élections qu'on a connues en 2018 ont été chaotiques, ont été frauduleuses, et que s'il faut rentrer, retourner les choses à la normale, ce n'est pas de se fabriquer soi-même une majorité à travers l'argent, tout ça, mais c'est de dire, on organise des élections anticipées générales. Comme ça, dans 18 mois, si lui se considère qu'il est populaire, il sera bien élu. Et tous les députés, les sénateurs, on reprendrait toutes les élections et il n'y aurait plus cette crise de légitimité. Mais maintenant, il est en train de conquérir une majorité à l'Assemblée nationale sous le coup de l'argent, sous le coup de menaces politiques. Puisque la plupart des députés, il y en a qui ont accepté de changer de camp, puisqu'ils se sont dit que le président va dissoudre l'Assemblée, et c'est par peur d'être au chômage. Beaucoup de députés se sont dit, on doit faire la volonté du président, puisqu'il nous menace de dissoudre, pour que nous puissions garder notre job de député pendant encore 3 ans pour qu'on bouffe. Puisque nombreux parmi ces députés sont convaincus qu'ils n'auront plus la chance d'être élus démocratiquement. C'est-à-dire en toute transparence. Et même lui, le président, je pense qu'il est dans ces questionnements-là. C'est pour cela qu'il a dit, OK. Et beaucoup de gens ont changé de Kazakhs pour garder leur boulot. Mais en réalité, c'est pas une... Parce qu'à travers cette crise-là de l'Assemblée nationale, cette récupération politique des députés par le président de la République montre très bien à la fois question de manque de légitimité, la crise de légitimité politique, mais aussi la médiocrité de la classe politique. Puisque ce qu'on est en train de voir, pour des gens qui se disent sérieux, ça devait être la honte. Et moi, je vous dis que j'ai honte d'être Congolais, à voir la manière dont les hommes politiques se comportent. Les gens qui n'ont pas honte, les gens qui n'ont pas de convictions politiques, les gens qui changent au gré des vagues. En fait, D'abord, c'est un comportement antidémocratique. C'est les retours, c'est les risques aujourd'hui de retourner le pays dans une dictature qui ne dit pas son nom. Pourquoi je l'ai dit? Puisque il n'appartient pas, si le président de la République doute de cette élection qu'il a menée, en mettant en cause les mandats, pas les mandats, mais en forçant, en se donnant de force une majorité à l'Assemblée nationale sous le coup de menaces, en faisant aujourd'hui une table rase de tout, il y a risque qu'on rentre à la case de départ. Parce que tous ces dessus-là, tous ces gens qui sont déboulonnés, non pas par des élections libres et démocratiques, puisque je vous dis encore une fois de plus, la meilleure manière de corriger la fraude électorale qu'on a eue, la meilleure manière de s'obtenir une majorité, c'est par des élections. Donc, devant cette crise que le président a reconnue, puisqu'il a reconnu qu'on était devant une crise politique, la meilleure manière de corriger cette crise, c'était d'organiser des élections anticipées dans les 6 mois, et tout le monde allait applaudir, et les Congolais étaient à mesure de se mobiliser pour trouver l'argent, puisque l'argument de l'argent n'aurait pas vraiment servi valablement, puisque si on manque d'argent, et que si chaque Congolais cotise $1, nous aurons 80 millions de dollars. Si chaque Congolais cotise 3 millions, nous avons 240 millions de dollars. Si chaque Congolais cotise, puisqu'on doit organiser les élections dans les 6 mois, et chaque mois, on dit à tout Congolais de cotiser $1. Nous aurons chaque mois 80 millions, et en 6 mois, nous allons avoir 4 millions fois 480 millions de dollars, on va organiser les élections. Et le problème d'argent sera résolu.
Donc, le président de la République, s'il a vraiment cette volonté, mais la manière dont il fait les choses, ça prouve noir-blanc qu'il n'est pas un démocrate. Un démocrate ne peut pas se contenter de la corruption. Un démocrate ne peut pas se contenter de gagner la voix des gens par la pression morale, pression politique. Et ça prouve aujourd'hui que Tshisekedi, le fils, n'est pas Tshisekedi, le père qui se montrait démocrate, qui voulait être un démocrate. Puisque, voilà, donc il n'aurait pas accepté ça. Mais malheureusement, on est en train de tomber dans un régime autoritaire. Avant de conclure peut-être ces premières